aussi bien pour la vallée de la Roya, dans la Tinée, dans la Vésubie, dans l'Estéron. La Côte d'Azur est en état de choc après cette tempête. On ne connaît pas encore le nombre exact de victimes qui s'établirait entre 8 et 18 personnes pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Émission spéciale donc avec beaucoup de reportages jusqu'à 19h20, des témoignages ici sur le plateau Antibes, mais aussi à Saint-Jean-la-Rivière où l'on va retrouver tout de suite Olivier Orsini pour une séquence spéciale dans quelques minutes. Bonsoir Olivier, vous aurez aussi à vos côtés des acteurs des secours qui s'organisent en ce moment. Oui, bonsoir Jean-Bernard, bonsoir à tous. Nous sommes à Saint-Jean-la-Rivière, l'un des tout premiers villages de la vallée de la Vésubie. Lorsque l'on remonte vers la montagne et de Saint-Jean-la-Rivière, on ne peut pas atteindre Roquebillière ni Saint-Martin-Vésubie et la route est coupée. Ces deux communes, Roquebillière et Saint-Martin-Vésubie, qui ont tellement souffert vendredi et qui souffrent encore terriblement. On fera le point complet de la situation dans la vallée de la Vésubie avec mes invités, avec le directeur de la protection civile, avec le directeur des routes aussi, pour savoir quand est-ce que les routes vont pouvoir rouvrir. Et puis le maire de Saint-Jean-la-Rivière sera également notre invité. Merci beaucoup Olivier, on vous retrouve avec toutes les équipes de France Télévisions donc sur le terrain, on vous retrouvera dans quelques minutes. Mais d'abord, les images de la vallée de la Roya, les premières que nous avons pu obtenir aujourd'hui en survol en hélicoptère avec Séverine Neckelmann. Breil, Tende, la Brigue, sous la boue, sous les eaux. On découvre l'ampleur du chaos, l'ampleur de la catastrophe avec Michel Bernouin et Anne-Laure Mathurio. Vue du ciel, la vallée de la Roya est par endroits méconnaissable. À Pienne-Basse, la départementale 6204 a disparu sur des centaines de mètres. En remontant vers Breil, on découvre les restes du pont de Pertus. À Breil, qui n'est plus accessible que par Sospel et le col de Bruys, l'eau habituellement cristalline du lac a laissé la place à la boue et aux galets. Face à la mairie, une voiture menace encore d'y tomber. Plus loin, le pont de la première DFI a lui encaissé les assauts des troncs d'arbres, mais remonter le fleuve, s'étaler de ruines en désolation. Ici, le village perché de Saorge, relativement épargné, mais inaccessible. Inaccessible comme Fontan, plus au nord, où la route est de nouveau détruite au niveau du viaduc ferroviaire de Scarassoui. Plus haut dans la vallée, à Saint-Dalmas de Tende, c'est le torrent de Biogne qui a dévasté les entrepôts silices de la Roya et une partie du stade de foot qui a été emportée. À l'entrée de Tende, enfin, juste après la gendarmerie, c'est le pont de l'avenue Georges Bidault qui est détruit, comme la piscine et les cours de tennis. Les dégâts ici sont partout, jusqu'à l'entrée du tunnel de Tende qui marque la frontière avec l'Italie. Les derniers mètres de la route pour y accéder ont eux aussi été emportés. Image du chaos, vous venez de le voir, la vallée de la Roya est ravagée sans liaison téléphonique ou routière, avec des problèmes d'électricité aussi. On va retrouver Loïc Blache devant la caméra de Laurent Menet. Loïc, vous êtes sur place à Sospel parce que les liaisons ne passent pas tout simplement au-delà. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ont dit les gens que vous avez rencontrés? Eh bien, alors, ce qu'on a vu, je vais vous parler essentiellement de deux images. D'abord, la première, vous l'avez vu dans le reportage précédent, c'est cette route départementale entre Breil et Tende qui s'est littéralement cassé en morceaux avec la crue de la Roya de vendredi. Le bitume n'existe plus, il est totalement impraticable. Une partie des fondations de la route s'observe même au milieu du lit de la rivière. Donc c'est vraiment une image de chaos avec des dégâts considérables. Et puis la deuxième image, c'est cet habitant, ce fils qui tentait par tous les moyens de joindre ses parents de l'autre côté de la rivière. En fait, le pont qui permettait de relier depuis la route départementale a cédé sous le flot de la Roya vendredi. Et donc depuis, il n'y a plus aucune communication. Alors du coup, on l'a vu faire avec les moyens du bord, aller chercher chez les voisins un cône en plastique, un cône de chantier pour pouvoir parler avec ce cône-là, amplifier, essayer de passer par-dessus les flots de la Roya, essayer d'établir un minimum de communication avec ses parents qui sont toujours bloqués de l'autre côté de la rivière et qui devraient, nous a-t-il dit, être secourus prochainement. Loïc, ce que vous nous décrivez là, c'est le désarroi, hein, d'après ce que vous traduisez. On sent le désarroi de la population. Est-ce qu'il y a quand même un espoir? Est-ce que les services de la voirie ont commencé à travailler pour réparer un petit peu la route?
Alors d'espoir, j'ai envie de dire qu'il faut en garder, en tout cas quand on habite dans cette vallée. Les services de la voirie sont fortement mobilisés, notamment sur la route entre Sospel et Breil, la route du col de Brouy, qui est maintenant quasiment intégralement praticable. Il y a eu plusieurs éboulements, plusieurs dizaines d'éboulements sur cette route-là, et les agents ont travaillé d'arrache-pied depuis hier pour essayer de déblayer le terrain, les gravats, la terre et les pierres, et essayer de rendre accessible encore plus cette route-là pour permettre à la fois aux secours et à la fois aux riverains qui auraient la nécessité de revenir sur Breil ou d'aller jusque sur la côte via Sospel ou Menton, de pouvoir faire la route. Merci beaucoup Loïc donc, pour ce témoignage, pour cette intervention. Les habitants de la Roya ont le sentiment d'être un petit peu oubliés. Ils nous disent sur les réseaux sociaux, en s'adressant à nous, eh bien finalement vous parlez beaucoup de la Vésubie, peu de la Roya par rapport donc à cette fameuse vallée de la Vésubie dont on parle un peu trop selon vous. Il y a une détresse humaine dans la Roya, il y a une détresse matérielle aussi importante. Regardez le reportage de Coralie Chaillan et de Richard de Silvestro tourné à Breil-sur-Roya aujourd'hui. Breil carrément dans une coulée de boue. La fragilité de l'homme face au déchaînement des éléments. À Breil-sur-Roya, la boue a envahi le cœur du village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de téléphone, pas d'électricité. Il n'y a rien quoi. C'est Bagdad. Alors ce dimanche, les habitants se sont pressés autour du ravitaillement en eau. La l'aide urgente est liée. Donc il y a l'eau, ils sont en train de. Enedis est en train de rétablir les réseaux. Bon, à ce moment-là, on aura donc quand même la possibilité de communiquer avec les enfants, parce que nos enfants se font du souci. Je voulais vous dire qu'on ne nous oublie pas. Nous sommes la Roya et nous existons. Il n'y a pas que la Vésubie et la Tinée. Ici, chacun aide comme il peut. Oui, je ne sais pas que, mais voilà, au moins on partage. Ok, vous avez de l'eau ? Cette habitante a, elle, été relogée chez un voisin, bien trop risqué de rester dans sa maison de village. Toute ma nourriture est derrière et tout mouillé, j'ai rien pu récupérer. Là, le toit s'est écroulé sur ma tête. J'ai essayé de sortir parce que j'ai glissé, j'ai tombé en plus. Je croyais que je ne m'en sortirais plus du tout. Hein. Et puis il y a ceux qui préfèrent sauter dans le premier train à destination de Nice. Pardon, vous quittez la vallée ? Ouais. Trop compliqué à gérer avec les enfants ? Ouais, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à les laver, et on peut pas les faire manger, ils mangent au froid et tout, c'est trop compliqué. Donc on préfère partir et le temps qu'ils arrivent à rétablir quelque chose ici. Et à l'instant où le train démarre, cette famille ne sait pas encore où elle dormira. Une seule certitude, loin d'ici. 18h02, vous regardez France 3, Provence-Alpes, Côte d'Azur pour une émission spéciale, émission spéciale après le chaos sur les Alpes-Maritimes, sur le haut pays des Alpes-Maritimes. La situation est vraiment très complexe pour organiser les secours et le Premier ministre, d'ailleurs, vous le savez, a fait appel à l'armée qui commence à se déployer. Mais les gendarmes, les pompiers sont en première ligne. On est maintenant en direct du CODIS, donc à Cagnes-sur-Mer, le centre opérationnel des pompiers. Et on est avec René Diez, qui est directeur donc, de ce CODIS, directeur du CODIS dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir René Diez. Première question évidente. Est-ce que vos hommes qui sont sur le terrain cherchent encore ? Est-ce qu'il y a encore des recherches ? Rien n'est abandonné. Surtout pas. C'est d'ailleurs l'une des actions majeures de qui est donnée aux sapeurs-pompiers, c'est d'effectuer les recherches. Nous avons des équipes spécialisées qui recherchent sans cesse les gens au niveau du fleuve de la Vésubie, mais aussi au niveau du fleuve de la Roya, où nous avons déployé d'énormes moyens. Alors, combien d'hommes justement sur le terrain ? Parce que vos collègues hier, le colonel Franck qui était sur ce plateau, nous disait que vous avez appelé des renforts. Oui, effectivement, nous avons au total sur le corps départemental, si on tient compte aussi des effectifs que nous avons dans nos casernes, près de 950 sapeurs-pompiers. Et nous avons près de 400 personnes en renfort aujourd'hui. Alors, au-delà évidemment des recherches... Des départements extérieurs. Au-delà des recherches, il faut évidemment souligner que vous avez réussi à mettre des personnes en sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer 2-3 missions que vous avez réalisées ? Combien de personnes mises en sécurité grâce aux pompiers ? Nous avons effectué des mises en sécurité, j'ai le chiffre qui est ici sous les yeux. Nous avons réalisé depuis le début de l'épisode près de 524 mises en sécurité, dont 285 ont été réalisées par les hélicoptères, avec nos moyens hélicoptères.
Merci en tout cas de ce témoignage. Une dernière question pour les téléspectateurs qui nous regardent. Que faire? Comment s'adresser à vous? Est-ce qu'il faut aller dans chaque caserne, dans chaque village? Parce qu'il y a des personnes qui sont désemparées et vous êtes au fond le premier lien avec la population. Habituellement, nous nous positionnons sur nous avons des postes de commandement. Il faut venir vers les postes de commandement lorsqu'ils sont installés. Mais s'ils ne sont pas installés, effectivement, il faut aller vers les centres de secours, les centres de secours et d'incendie, vers les casernes de sapeurs-pompiers, voire vers les mairies aussi, qui sont souvent équipées d'un ce qu'on appelle d'un poste communal de sécurité. Merci beaucoup René Diès. On vous retrouvera tout au long de cette émission spéciale, mais on est en direct, émission spéciale chaos, spéciale tempête sur les Alpes-Maritimes. On va maintenant retrouver le préfet des Alpes-Maritimes depuis la préfecture de Nîmes. Cellule de crise pour lui, pour tous les agents de l'État qui sont vraiment mobilisés. Bernard Gonzalez, bonsoir, vous êtes en direct avec nous sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, devant la caméra de Frédéric Serrelli. 3 questions à vous poser. Première question précise, on parle des victimes, le chiffre est flou, il y a des estimations, on est entre 8 et 18 personnes. Est-ce que ce soir vous avez des précisions à nous donner là-dessus? Oui, bonsoir. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons 2 corps qui ont été retrouvés. Un qui a été retrouvé à Saint-Martin-de-Vésubie dans le cours d'eau Boréon et un autre qui a été retrouvé à l'embouchure de la Roya à Vintimille par les Italiens. Voilà, je ne peux pas en dire plus sur ces 2 personnes retrouvées car maintenant c'est l'autorité judiciaire, c'est le procureur de la République qui va mener les investigations nécessaires. Au-delà de ces 2 découvertes de corps, nous avons 8 personnes disparues. Quand je parle de personnes disparues, il s'agit de personnes pour lesquelles nous avons des témoignages visuels crédibles. Je pense par exemple à ces 2 personnes âgées qui étaient dans leur maison, qui n'ont pas voulu la quitter et qui ont disparu. Je pense à ces 2 pompiers qui, à bord d'un véhicule, ont vu la route s'effondrer devant eux et sont partis à l'eau, et là, leurs collègues les ont vus disparaître. Voilà, donc des témoignages de ce type, crédibles, nous en avons donc concernant 8 personnes. Après, nous avons des personnes supposées disparues. Là, il s'agit de témoignages, mais qui n'ont pas été recoupés. Donc on suppose que ces personnes s'est disparues, et donc les recherches sont en cours. C'est ce que vient de vous dire le contrôleur général Diès, c'est que bien entendu, la priorité, c'est le secours aux personnes, c'est la recherche des personnes disparues, et le travail, il est en cours. Deuxième question, monsieur le préfet, deuxième question. Je sais que vous êtes pressé, vous devez partir dans une cellule de crise, mais très très rapidement. Deuxième question, vous avez mis, les services de l'État ont mis en sécurité, beaucoup de personnes ont permis beaucoup d'évacuations. Oui, il y a eu un certain nombre d'évacuations qui ont été menées. Hein. C'est plus de 200 personnes qui ont été évacuées. On en a presque autant qui ont pu être hébergées. Mais le travail n'est pas fini. Pour moi, en tant que directeur des opérations de secours, je ne suis pas encore satisfait. La mission, elle n'est pas remplie. Et le témoignage que vous avez apporté tout à l'heure, ces témoignages sur la vallée de la Roya, témoigne bien du caractère prioritaire de l'action que je mène avec l'ensemble des services de secours dans cette vallée de la Roya, qui, il est vrai, est la plus éloignée de Nice, nécessite le plus de moyens, des moyens lourds, parce qu'il s'agit d'avoir des moyens aériens. En ce qui concerne la vallée de la Tinée et la vallée de la Vésubie, la bonne nouvelle ce soir, c'est que nous avons pu, grâce à l'engagement des moyens du conseil départemental, de la métropole, mais aussi ce qui a pu être fait par le génie, nous avons pu réouvrir des voies terrestres. Alors il s'agit de pistes, je dirais qu'il s'agit de pistes de secours, mais à partir de là, les renforts en hommes, et les renforts en matériel, je pense à l'eau, je pense aux vivres, je pense au carburant, mais je pense aussi aux groupes électrogènes, je pense aux produits pharmaceutiques. Ces renforts-là vont pouvoir utiliser ces pistes et irriguer la vallée de la Tinée et la vallée de la Vésubie. Merci. De la même manière, on va pouvoir procéder à des évacuations par ces pistes. Alors que dans la Roya, et c'est important ce que je vous dis, nous avons besoin de moyens aériens. Et nous avons été handicapés cet après-midi encore par les pluies qui ont touché notre département
et qui ont cloué au sol nos hélicoptères, comme ils l'ont été également une partie de la nuit. La priorité pour nous, c'est de rétablir les contacts, et notamment avec des villages de la vallée de la Roya. Je pense à Tende, je pense à Fonton, je pense à Sorges, le plus rapidement possible, pour pouvoir les secourir et faire l'inventaire de leurs besoins. Merci beaucoup Bernard Gonzalez, merci beaucoup. Donc on sait que vous retournez maintenant en cellule de crise. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'est très important effectivement pour la vallée de la Roya. On va regarder maintenant un témoignage positif, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des personnes disparues, vous le disiez à l'instant, mais il y a aussi quelqu'un, par miracle peut-être, qui a été retrouvé. Il s'agit de cet adjudant-chef, donc gendarme à Saint-Martin-Vésubie. Une de nos équipes, donc Pascal Varnier et Séverine de Kellmann, ont pu le rencontrer. Écoutez son témoignage. Nous, on a eu de la chance, encore une fois. On a eu une bonne étoile qui nous a, avec ma camarade, nous en sommes bien sortis. Mais encore une fois, les gens de Saint-Martin-Vésubie, eux, ils étaient dans le malheur. Il y a des gens qu'on n'a pas retrouvés encore. Et notre souci, c'était ça, c'était essayer d'être plus près des gens. Voilà, donc c'était le témoignage du gendarme. On va maintenant faire avant-après. C'est-à-dire qu'effectivement, pour essayer de mesurer la force de l'impact de l'eau, on va essayer de voir comment était Saint-Martin-Vésubie avant et comment malheureusement le village se retrouve après. C'est un exercice terrible à faire parce qu'on voit avec ces images, notamment en hélicoptère, la force de l'eau, la force des millions de litres d'eau qui sont tombés sur le village. C'est un système et un reportage fait par Michel Bernoin. La station-service de Saint-Martin-Vésubie qui s'effondre, symbole d'un haut pays défiguré. Ici, la Vésubie en crue a emporté des maisons et des équipements municipaux. Il ne reste que de la boue et des gravats là où, avant la tempête, se trouvaient le stade, les cours de tennis, l'hélice-station. Et la gendarmerie non plus n'est pas épargnée. Le bâtiment abritant les bureaux a basculé dans le torrent. Plus en aval, dans la vallée, Roquebillière, la zone industrielle, le stade ont disparu. Une partie du pont de la bourgade a même été détruite. Et puis, autre vallée, même désolation dans la Roya. À Pienne-Basse, la route qui monte depuis Vintimille est emportée. Des tronçons entiers de la départementale 6204 n'existent plus, comme ici à la sortie de Breil, ou encore au nord de Tende. Tende, où le pont du Bourgneuf a lui aussi été emporté. La Vésubie, la Roya, la Tinée garderont longtemps les stigmates du passage de la tempête Alex. On a vu avec Michel, donc avant, après, sur ces images. Je voudrais qu'on vous montre aussi maintenant d'autres images. Il s'agit de personnes évacuées, notamment à Venançon et à Saint-Martin-Vésubie. Des personnes qui ont tout perdu. On peut donner un grand coup de chapeau à la sécurité civile, aux hélicoptères privés, mais également à Dragon 06, tous les gens qui ont pris le risque d'évacuer ces personnes, et évidemment aux pompiers. Vous voyez ce système d'évacuation donc sur nos images que je découvre avec vous, des images qui partent avec les hélicoptères de l'armée également, population de Venançon, population de Saint-Martin-Vésubie. Et on va écouter sur ces évacuations Christian Estrosi, qui est maire de Nice, bien sûr, mais qui est aussi président. Donc voilà, on va l'écouter dans quelques instants. Président de la métropole, Christian Estrosi, qui parle de ces évacuations. Il s'agit de 150 personnes hier qui ont été rapatriées. Il s'agit de 50 personnes aujourd'hui, tous par héliportage. Ce sont 200 personnes en tout et je veux remercier tous les taxis et chauffeurs de la ville de Nice qui se sont aussi bénévolement mis à notre disposition pour que lorsque les gens arrivent au terminal 1, ils puissent être acheminés vers la destination de leur choix, soit leur résidence, soit les familles qui les accueillent, soit les hôtels que nous avons réservés pour eux. Des centaines de personnes hébergées qui arrivent de Venançon, de la Vésubie ou de la Roya sur ce plateau avec nous. Donc on retrouve le directeur général d'Enedis pour la Côte d'Azur. Monsieur Dassonville, essayez de nous expliquer aujourd'hui, ce soir, sur les Alpes-Maritimes et sur le Haut-Pays, combien de personnes privées d'électricité? Alors aujourd'hui, là, on est à 9300 personnes privées d'électricité.
Est-ce qu'il y a eu une progression? Oui, C'est-à-dire que hier, on nous avait annoncé 12 000, je oui, crois. on était à 12 000, 10 500 ce matin, 9 300 à peu près ce midi. Ça doit continuer à progresser un petit peu ce soir. Mais vous avez vu, le réseau est complètement détruit, comme le réseau routier, comme l'ensemble des infrastructures. Donc c'est un gros défi pour nous d'aller réalimenter ces clients. Alors, est-ce qu'il y a évidemment un problème d'infrastructure parce qu'il y a des centrales ou parce qu'il y a des piliers en béton qui sont carrément en partie? Donc, c'est du provisoire? On n'a plus de réseau, il faut quand même se le dire. On n'a plus de réseau, à la fois le réseau aérien, y compris le réseau enterré qu'on avait le long des routes, qui est parti avec les fleuves et les torrents. Donc là, on en est à plutôt organiser des alimentations par groupe électrogène. Monsieur le préfet en a parlé. Effectivement, notre enjeu, c'est d'amener des groupes électrogènes en masse. On en a beaucoup, on en a des dizaines. On parle de dizaines et de dizaines de groupes électrogènes qu'il va nous falloir acheminer dans l'ensemble de ces villages. Un mot très important sur vos équipes. Coup de chapeau, coup de courage aussi à toutes ces personnes. Coup de chapeau, on est mobilisé depuis vendredi soir. Tout le monde est sur le pont. Dès vendredi soir, on a commencé à ralimenter les premiers clients parce qu'il faut savoir que l'épisode a commencé dès vendredi après-midi. On avait commencé à avoir des clients privés d'électricité. On a attendu la nuit et depuis samedi matin, on fait des rotations héliportées pour commencer à amener des groupes électrogènes, pour visiter nos lignes, pour regarder l'état de notre réseau. Ça, c'est aussi très important pour nous et pour imaginer comment on va pouvoir rapidement reconstruire et rebâtir ce réseau. Merci en tout cas donc, de votre témoignage. Bravo à vos équipes. On va vous retrouver forcément dans les prochaines éditions, car évidemment, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça va prendre plusieurs jours et plusieurs semaines, effectivement. Toutes ces images, donc évidemment, de cette catastrophe provoquent la peur, l'émotion, la peine, mais aussi un élan de solidarité. Hélène Maman, bonsoir. Vous avez regardé les réseaux sociaux toute la journée ou même depuis 48 heures et on voit cette espèce d'élan, d'envie d'aider tous ces gens. Oui, Jean-Bernard, il suffit de regarder le groupe que France 3 Côte d'Azur a créé sur Facebook, Entraide aux sinistrés du haut pays des Alpes-Maritimes. Les offres d'aide ne cessent de s'accumuler depuis plusieurs heures. Un entrepreneur dans le secteur de l'assainissement à Cagnes-sur-Mer qui propose d'apporter pelles et autres pompes de relevage et d'intervenir toute la semaine avec ses employés. Il a annulé pour cela tous ses rendez-vous. Ou encore, un Niçois qui propose d'héberger des sinistrés le temps nécessaire au centre-ville de Nice. Ou encore un électricien plombier, il dit un repas chaud, un matelas gonflable et je monte avec mes outils. L'important, c'est que je puisse être utile. Alors ce soir, vous l'avez dit, les vallées sont coupées du monde, les routes emportées, plus d'électricité ni d'eau potable. Et ce qui domine, c'est l'angoisse de ne pas avoir des nouvelles des proches. Je vous propose d'écouter une habitante de Breil-sur-Roya, Nathalie Massiglia. Elle a pu charger son téléphone portable grâce à un chargeur solaire. Écoutez-la. On n'a pas apparemment... Alors elle nous explique qu'effectivement c'est l'entraide dans le village, dans les quartiers et qu'on va voir si on a des nouvelles de la grand-mère, du petit-fils et qu'on transmet les nouvelles comme on peut. Voilà. Alors justement, si vous êtes sans nouvelles d'une connaissance, je vous signale l'existence d'un autre groupe qui s'appelle Recherche de personnes sans nouvelles depuis les intempéries. L'administrateur demande pour être efficace d'indiquer le nom, le prénom de la personne recherchée, son lieu de disparition, ainsi qu'une photo si possible. Ainsi, Jocelyne Gilardris sur ce poste recherche son père, sa mère, sa sœur, ses neveux, parce qu'il n'y a pas de réseau, impossible de se rendre chez eux. J'ajoute, si j'ai le temps, qu'il y a une multitude de collectes de dons, une multitude de points de collecte. Il faut bien sûr se renseigner en mairie, au secours populaire, chez les pompiers. Tous ces gens accueillent vos dons, des dons de nourriture, de vêtements chauds, mais si vous pensez à de la nourriture, des plats préparés sous emballage plastique parce que impossible de faire cuire des pâtes puisqu'il n'y a pas d'eau ni d'électricité, ça c'est important. Notez 2 numéros de téléphone, 0805 016 666, c'est celui du département des Alpes-Maritimes pour rassurer des sinistrés et les écouter. Un autre numéro, 04 93 72 22 22, celui de la préfecture, si vous êtes sans nouvelles d'un proche. J'ajoute que demain, Ensemble c'est mieux, spécial solidarité avec les sinistrés, vous donnera la parole. C'est à partir de 10h45, toutes nos équipes mobilisées. Merci Hélène pour cette première partie d'une émission spéciale. On va vous retrouver tout à l'heure, on va vous retrouver dans le journal. Mais maintenant, il y a une deuxième séquence. Au cœur du terrain, on va partir retrouver Olivier Orsini, donc à Saint-Jean-la-Rivière, pas aidé par le temps évidemment parce qu'il repleut, vous en êtes aperçu. Olivier qui est aussi avec des acteurs de la mise en sécurité, des acteurs des secours des Alpes-Maritimes. Oui, Jean-Bernard, tout à fait. Et vous l'avez dit, il pleut à nouveau sur la Vésubie et on s'est donc réfugié sous le préau de l'école.
Merci Yves Gilly de nous recevoir sur votre commune. Vous êtes le maire d'Utel, dont dépend Saint-Jean-la-Rivière, au cœur donc de la vallée de la Vésubie. On l'entend, la Vésubie juste à côté de nous, cette Vésubie qui a fait tant de malheurs. Vous êtes originaire du pays depuis plusieurs générations et comme tout le monde, vous dites qu'une seule chose, on n'a jamais connu ça. Non, effectivement, on n'a jamais connu ça. Mon père, qui est parti à presque 90 ans, ne m'a jamais parlé de crue de ce type. Et même la crue de 1993-94 n'avait pas fait autant de dégâts. Et là, il est vrai que vendredi après-midi, j'étais en mairie depuis le matin et vers 13h30, la pluie a commencé à tomber avec une énorme intensité. Il faut savoir qu'il est tombé entre 350 mm et 500 mm de pluie dans l'après-midi. Ici, donc c'est 300 litres par mètre carré. Oui, dans la vallée de la Vésubie, du haut de la vallée jusqu'en bas. Et à 17h, la Vésubie était pratiquement comme presque au niveau de la route de la M2565 qui mène à Plan-du-Var. Et je me suis rendu à la première fermeture de route au Plan-du-Var, au Pont du Randy, où le Chaudan avait été l'accès au Chaudan, qui est l'un des villages sur la vallée du Var de la commune d'Utel. Oui, car ici, c'est un nœud de communication, finalement. Et d'ailleurs, on ne peut pas accéder de Saint-Jean-la-Rivière jusqu'au haut de la vallée, donc Roquebillière et Saint-Martin-Vésubie. Pour vous, vous étiez prévenu. On était en alerte rouge, mais même malgré l'alerte, ça vous a surpris. Oui, effectivement, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle intensité, une telle force des éléments qui allait se déchaîner sur la vallée. Alors paradoxalement, votre commune n'a pas été trop touchée. Il faut dire qu'il n'y a pas de construction dans le lit de la rivière. On vous a suivi aujourd'hui sur le terrain, car depuis vendredi, vous êtes sur le terrain auprès de vos administrés. Et c'est un énorme travail, car certains ont quand même perdu quelques biens matériels. Pas de blessés ou de maisons gravement sinistrées. Le problème, ce sont les routes. Il n'y a qu'une seule voie d'accès. Et celle qui mène à Saint-Martin-Vésubie est impraticable. Un morceau du tablier du pont s'est effondré sous la force de l'eau et des embâcles provoqués par des centaines de branches et de troncs d'arbres. Les habitants n'en reviennent toujours pas. Ça déchire le cœur. C'est impressionnant de voir comment une rivière en crue, ça peut faire autant de dégâts. À Belvédère, il n'y a plus d'antennes, ça ne marche plus. À Roquebillière, ça ne marche plus. Donc on a du réseau. Moi, mes parents, depuis 2 jours, je n'ai pas de nouvelles. Dans l'après-midi, le maire est venu constater l'évolution des dégâts. Le bitume a disparu, il a glissé dans la rivière. Tous les câbles sont dénudés. Un câble télécom est endommagé. Il n'y avait pas cette rainure là dans la route, donc ça veut dire que ça va tomber encore, quoi. Et au loin là-bas, ça commence à s'affaisser aussi, alors qu'hier c'était au niveau de la route. Donc là, ça continue à travailler, quoi. Une des solutions envisagées serait de combler le trou. Mais bon, il faut que la rivière descende, il faut qu'elle retrouve un lit entre guillemets normal. Pour Sylvie Grinda, aide à domicile, difficile de se rendre chez ses bénéficiaires. Elle travaille à Roquebillière, Venançon, des villages aujourd'hui coupés du monde. À partir de demain, je pense que tout le monde va être bloqué, forcément, puisque au Suquet, ça s'est écroulé et moi j'interviens chez des personnes qui habitent Roquebillière et Belvédère. Donc ça va être très compliqué. Chez elle, Sylvie tient à nous montrer les dégâts sur sa piscine. Vendredi, l'eau a dévalé les restanques dans son jardin. L'eau est passée sous la piscine par une poche, certainement. Et comme ça a été en continu, assez violent et assez longtemps, en fin de compte, avec la force de l'eau, la piscine s'est carrément soulevée. Toute la journée, la Vésubie a continué à charrier son eau jaune et boueuse sous une pluie diluvienne. Les travaux s'annoncent d'ores et déjà titanesques. Des travaux titanesques en perspective. On en parlera tout à l'heure dans quelques instants avec le directeur des routes de la métropole. Mais voilà désormais la vie dans la vallée, une vie quand même de désolation. Demain, l'école ici sera fermée d'ailleurs, comme 24 autres écoles du département. Oui, par arrêté préfectoral, l'école sera fermée. Et de toute façon, nous allons voir l'évolution de la situation. Il est vrai que nous sommes touchés, mais que par un débordement de la rivière, par des effondrements. Et il est vrai que par le plan du Var, la vallée n'est plus accessible sur la commune d'Utel. Et Saint-Jean-la-Rivière est desservie par
la route de Levins à Duranus, qui dessert aussi Utel, la Tour et le Crau d'Utel. Mais pour l'instant, seuls les habitants sont autorisés à prendre cette route. Priorité toujours et encore au secours. Et il est vrai que plus haut dans la vallée, Roquebillière ou encore Saint-Martin-Vésubie, certains ont tout perdu. On va écouter maintenant Sandra, une habitante de Saint-Martin-Vésubie. Vous allez l'entendre, monsieur le maire, un témoignage vraiment émouvant. Il ne lui reste plus rien. Elle a tout simplement tout perdu. C'est passé qu'il y a eu une pluie torrentielle le vendredi matin et qu'à 5 heures, tout s'était écroulé. Les maisons, les parkings, la caserne des pompiers, tout ce qui était près de la rivière. On est 30 familles à avoir perdu notre maison. Et tout ce qu'on possédait, quoi. Il y avait des enfants, on est resté sur la place du village, à la mairie. Il y avait des familles entières, des enfants, qui ont tout perdu comme moi. On n'avait pas d'affaires, on a été évacués en survêtement, donc on s'est fait prêter des vestes, des pantalons, du change par les gens du village, les amis du village, qu'on n'oubliera pas. Je ne pense pas qu'on reviendra un jour. Ils ont tout perdu et ces habitants sont très nombreux. Vous aussi, ici, sur la commune, vous en recueillez en ce moment? Sur la commune, on a un habitant de Saint-Martin-Vésubie qui, jusqu'à aujourd'hui, était très angoissé parce qu'il n'arrivait pas à avoir de nouvelles de ses proches. Et moi, je me suis démené auprès de la gendarmerie, mais comme il n'y avait aucun moyen de communiquer avec eux auparavant, mais je l'ai rencontré aujourd'hui et il m'a dit que, fort heureusement, ses proches étaient sains et saufs, mais que la maison avait été emportée par les flots. C'est très dur aussi d'avoir des nouvelles des gens plus haut dans la vallée. Oui, il est très difficile d'avoir des nouvelles parce que ils n'ont plus de téléphonie mobile, plus d'électricité, plus d'eau potable, donc et surtout les voies de communication qui ont été totalement emportées, c'est assez difficile et angoissant. Vous-même, vous avez pu monter à Saint-Martin-Vésubie ou pas? Non, moi je n'ai pas pu monter à Saint-Martin-Vésubie et je me suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis vendredi dans la nuit, je suis sur le terrain au service des habitants de la commune d'Utel et donc je m'attache à cette tâche et je suis en contact avec certains maires bien sûr et la gendarmerie nationale. Merci beaucoup pour votre accueil. On l'a vu tout à l'heure avec l'avant-après à Saint-Martin-Vésubie, mais on va retourner à Saint-Martin-Vésubie pour voir l'ampleur des dégâts, des pluies torrentielles qui ont absolument tout emporté sur leur passage. Et on en parle juste après avec le directeur des routes de la métropole. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Comme une marée qui se retire, à Saint-Martin-Vésubie, la rivière a retrouvé son lit, dévoilant un panorama ravagé. Ici, la caserne de gendarmerie, en partie avalée par les eaux. Là, des maisons en équilibre précaire au bord du gouffre. Ce matin, quand je suis revenue, plus de voiture, la maison à moitié arrachée, donc on a pu venir récupérer quelques affaires vite fait, mais vraiment le strict minimum, quoi. En amont de Saint-Martin, des images du torrent Boréon au plus fort de la tempête. Aujourd'hui, le vallon est méconnaissable. Une brèche s'est ouverte dans le barrage de béton. Le parc animalier Alpha est détruit. Il abritait l'une des principales attractions touristiques du Mercantour, plusieurs meutes de loups sauvages. Retour au village et vers ses habitants sonnés debout par la catastrophe. C'est choquant, quoi. C'est incompréhensible, quoi. Ça fait au moins 18 ans que je suis là et j'ai jamais pensé à ça, quoi. Pas un instant. J'ai tout perdu, quoi. J'étais parti. Voilà, je recommence à zéro, quoi. Sur la place de la mairie, des sinistrés hagards sont venus chercher de l'eau potable et un peu de réconfort. Je ne sais pas où aller dormir puisque je n'ai plus le droit d'aller chez moi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on reste ici à Saint-Martin ou on nous envoie dans un gymnase? Je ne sais pas. J'ai pu récupérer ce que j'ai sur moi. J'ai mon chien, c'est tout. L'asphalte déchiqueté s'interrompt au bord du vide. La route a été happée par les flots. Le lien avec le monde extérieur passe par la voie des airs et les hélicoptères de l'armée. Saint-Martin-Vésubie est maintenant comme une île posée au milieu des montagnes.
Et Luc Favier, directeur des routes de la métropole, nous a rejoint. Bonsoir, merci. Et Philippe Audras, hydrologue, géologue, vous êtes professeur, chercheur à Polytech. Merci à vous deux. Quel travail qui vous attend, monsieur Favier. Oui. Par quoi commencer? C'est titanesque. Les destructions sont très importantes sur nos infrastructures routières, sur les réseaux de distribution d'eau, les réseaux d'assainissement, les réseaux électriques. La priorité des priorités, c'est d'assurer le désenclavement de tous les villages, de tous les centres de villages, au moins pour les services de secours, pour amener de l'eau, pour amener des groupes électrogènes, pour évacuer des blessés, pour amener des médecins, des médicaments, des vivres, voilà, pour assurer une desserte minimale pour les secours des villages. Et au départ, ça va être que des pistes, hein, oui, qui vont permettre d'accéder au village. Tout à fait. Des pistes forestières, c'est uniquement pour les secours. Des pistes accessibles pour les secours par poids lourd, hein, mais avec des caractéristiques assez réduites. Donc ce ne sont pas des routes ouvertes à la population. Vous ne pouvez pas monter voir de la famille. C'est vraiment réservé uniquement aux secours. Certains villages sont encore enclavés aujourd'hui, comme Saint-Martin-Vésubie. Le bas de la vallée de la Tinée est également enclavé, mais on espère dès demain dans la journée pouvoir ouvrir ces pistes et les stabiliser pour desservir l'ensemble des villages. Voilà. Une bonne nouvelle, Roquebillière est désormais accessible. Absolument. Et je vous propose tout de suite de rejoindre Roquebillière. L'une de nos journalistes, Véronique Varin, a pu accéder à Roquebillière. Quelle est la situation sur place, Véronique ? Oui, alors Olivier, écoutez, il y a encore beaucoup d'angoisse aujourd'hui à Roquebillière. Bien sûr, elle est sans commune mesure avec ce que les gens ont vécu vendredi soir ou samedi matin. Mais cette angoisse, elle existe et pour plusieurs raisons. Les habitants qui habitent le plus près de la Vésubie nous ont dit qu'il y a comme des phénomènes de vagues. Comme si en amont, il y avait des obstacles formés par des embâcles qui soudain cédaient sous la pression de l'eau et qui font des sortes de vagues qui continuent à arriver sur la commune. Il y a de l'angoisse parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont aucune nouvelle de leurs proches, de leur famille. Et puis il y a de l'angoisse aussi parce qu'aujourd'hui, enfin, les gens se sont rendus compte de la tâche colossale qui allait les attendre pour espérer reconstruire leur commune dans l'avenir. Ils ont enfin pris conscience de l'ampleur des dégâts. Il y a tout de même deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il y avait eu 58 personnes évacuées vendredi soir, logées dans le collège. Là, à l'heure où je vous parle, tout le monde est en sécurité. L'entraide s'organise, la solidarité s'organise. Il y a eu des distributions d'eau, il y a des collectes de couverture. Et puis surtout, la vraie grande bonne nouvelle de la journée, c'est la possibilité d'accéder de nouveau par voie terrestre à Saint-Martin-Vésubie. Certes, sur une piste de fortune, mais cet accès peut se faire. En revanche, il est très important de préciser cet accès est réservé aux véhicules prioritaires, aux véhicules de secours pour l'instant. Retour à Saint-Jean-la-Rivière avec nos invités Luc Favier et Philippe Audras, géologue. Pareil, même question que tout à l'heure à monsieur le maire, on n'a jamais vu ça, cette quantité d'eau qui tombe sur la vallée. Effectivement, c'est un événement qui est particulièrement exceptionnel. On a donc enregistré des abats d'eau de 500 mm, donc ça fait 50 cm d'eau qui sont tombés. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est l'intensité, c'est-à-dire en fait la quantité d'eau qui est tombée en une très très courte durée. Et donc ces volumes d'eau considérables dans des vallées comme on peut voir ici avec des très fortes pentes, elles ont dévalé les pentes et elles se sont rassemblées dans les rivières et donc se sont trouvées simultanément au fond des cours d'eau et c'est pour ça qu'on a observé de telles montées d'eau aussi rapides. Vous êtes professeur, chercheur, est-ce que de telles quantités d'eau, vous les enseignez à vos élèves ou ça n'existait pas dans les livres d'histoire, dans les livres de... Si, de telles quantités d'eau, c'est des choses qui arrivent, y compris en France, dans les Cévennes, il y a eu des abats d'eau similaires, ou dans d'autres pays, quand en période de cyclone à La Réunion, pour rester sur des exemples français. Mais c'est vrai que ce type, en tout cas dans la région, ce type de quantité et d'intensité, ça reste du jamais vu pour l'instant. Il y a eu 1994 quand même, où là aussi le Var a atteint un débit absolument incroyable. On va faire un petit comparatif entre ce qui s'est passé vendredi et 1994. Le pont de Guédan n'est plus qu'un amas de ferraille tordues gisant dans le lit du fleuve,
5 novembre 1994, dans le secteur d'Anote, les pluies diluviennes ont transformé le Var en un torrent furieux. Mais c'est en aval, à Nice, que les dégâts sont les plus impressionnants. Le Var, convulsé après des jours de pluie, arrache tout. Les arbres, la voie de chemin de fer et la nationale 202. Très vite hier, plus rien ne passe entre Puget-Théniers et Nice. Une crue historique. Ce 5 novembre 1994, le débit du Var atteint les 3800 mètres cubes par seconde, un volume 30 fois supérieur à la moyenne. Aux portes de Nice, l'autoroute A8 est sous les eaux. Plus un avion n'atterrit ou ne décolle de l'aéroport paralysé. Au sous-sol, les salles abritant les systèmes informatiques sont noyées. Le Var a envahi les quartiers ouest de Nice. Saint-Augustin s'est transformé en un dangereux marécage. Lieutenant Villalonga appelle, priorité absolue. Il y a un camion-citerne avec des personnes à bord qui est emporté par le courant. 3 mois plus tard, le 2 février 1995, la loi Barnier instaure la mise en place des PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation. L'État a tiré les leçons de la crue catastrophique du Var. Et Jérémy Crinchamp, directeur départemental de la protection civile, nous a rejoint. Merci d'être venu jusqu'à Saint-Jean-la-Rivière, car la priorité, c'est encore et toujours l'aide aux victimes, la solidarité qui s'organise. Et vous avez un rôle majeur s'agissant d'aider les victimes, bien sûr. Absolument, les bénévoles de la protection civile sont mobilisés depuis le début de la crise pour prendre en compte ces victimes, notamment dans les centres d'hébergement, mais aussi effectivement pour la solidarité qui se met en place, où on va devoir effectivement aller aider à domicile pour le retour à la vie normale. Et vous pouvez aussi acheminer des vivres, des habits. La solidarité est extraordinaire, hein. Elle est en train de se mettre en place sur la Côte d'Azur. Énormément de gens veulent aider et ils peuvent le faire. Absolument, ils peuvent le faire. Des moyens de la protection civile sont en cours d'acheminement puisqu'ils étaient prépositionnés pour ramener ces dons que font les gens, notamment au centre de Carrosse qui a ouvert déjà, mais qui récolte énormément de dons. Toutes les institutions, notamment des communes, nous aident aussi. Donc c'est vraiment très important d'amener des dons, mais aussi de les acheminer aux sinistrés dès qu'on pourra aller sur ces routes. Pour l'instant, on utilise des moyens, des 4x4, des camions 4x4 qui vont pouvoir se déplacer et aller comme ça au contact des sinistrés. On peut aussi faire des dons à la protection civile. Il existe un numéro, vous pouvez le rappeler ? 92 392, DON par SMS. Ça permet d'aider la protection civile à aider les autres, tout simplement. Et une cellule psychologique est aussi mise en place. L'ARS aussi a mis en place une cellule psychologique. Le numéro est disponible sur notre site internet, où toutes les informations pratiques sont disponibles bien sûr sur notre site internet. Oui, on sait que la phase socio-psychologique est la phase qui arrive très rapidement. Donc nos équipes socio-psychologiques sont mobilisées. On a déjà une cellule socio-psychologique à chaque fois qu'on ouvre un centre d'hébergement. On réfléchit à des cellules socio-psychologiques mobiles qui pourraient aller à la rencontre directement des sinistrés dès que les voies seront praticables. Jérémy Crinchamp, merci beaucoup d'être venu ici à Saint-Jean-la-Rivière. Voilà Jean-Bernard Vitiello, ce qu'on pouvait dire ce soir au cœur de la Vésubie. Je vous laisse la parole et la suite du débat avec vos invités. Merci beaucoup Olivier. Troisième partie effectivement de cette émission spéciale sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. 48 heures après les terribles inondations, 48 heures après le chaos, notamment dans le haut pays des Alpes-Maritimes. Une seule question ce soir pour tout le monde. Où sont les disparus ? Est-ce qu'il y a des victimes ? Hélène, le préfet tout à l'heure qui était sur notre antenne, nous a donné malheureusement 2 infos difficiles. C'est sûr que pour l'instant, les nouvelles ne sont pas bonnes. 2 corps ont été retrouvés, dont un à Saint-Martin-Vésubie et les corps sont en cours d'identification. 8 personnes sont portées disparues. Cela veut dire que les témoignages visuels recueillis sont crédibles, comme pour ces 2 personnes âgées emportées à Roquebillière. Et puis, il y a plusieurs autres personnes, cette fois-ci supposées disparues, parce que les témoignages n'ont pas encore été recoupés. Je précise, c'est ce que nous a dit tout à l'heure le préfet, les recherches sont toujours en cours. Elles se poursuivent ce soir. On est toujours dans une fourchette, on va le dire, effectivement, entre 8, peut-être 10, 15 personnes. C'est très compliqué de le savoir, donc il faut rester hyper prudent. Un chaos, je vous le disais, donc, dans cette émission, et notamment un chaos dans la vallée de la Roya, une vallée vraiment, vraiment impactée, notamment sur Breil, notamment sur la Brigue, notamment sur Tende. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage de nos confrères de France 2 qui sont allés à Breil carrément sous une coulée de boue. 2 jours après le passage de la tempête, tout reste encore à faire à Breil-sur-la-Roya. Le village est défiguré, enseveli sous des litres de boue. Donc vous voyez, toutes les rues du village sont recouvertes de cette épaisse couche de boue où on s'enfonce littéralement. C'est une boue très compacte qui fait comme de la glu. Il y en a au moins 50 cm sous mes pieds. On n'aperçoit plus que les toits de certains véhicules.
Les habitants ont commencé tant bien que mal à déblayer avec les moyens du bord. À la main, avec des bouts de bois, avec des pelles. On manque de pelles. Les premiers engins de travaux commencent à peine à arriver. Jusqu'à ce matin, ils ne pouvaient pas accéder. Les équipes s'organisent. Sans réseau téléphonique, se coordonner en amont des opérations est primordial. Tu restes en attente, il y a des voitures à sortir. Donc ce qui veut dire quelque part, on va peut-être utiliser le treuil du camion feu de forêt pour pouvoir sortir les véhicules. Depuis ce matin, une quinzaine de militaires arrivés en renfort frappent à toutes les portes. Il faut vérifier si personne ne manque à l'appel et évaluer les besoins. Le besoin le plus urgent aujourd'hui, c'est l'eau potable. Le village n'a toujours pas d'eau courante. La mairie distribue quelques bouteilles au compte-gouttes. Elles ont été acheminées par le train dans la nuit. Vous vous rationnez vraiment, on n'est pas sûr d'en avoir avant demain. Donc c'est vraiment pour boire, pour aujourd'hui. Là on a à peu près une bouteille d'1,5 litre par personne. Pour aujourd'hui, on espère une nouvelle livraison d'eau avant demain. On n'en est pas sûr du tout pour l'instant. Cette habitante craque. Elle est sans nouvelles de ses proches depuis vendredi soir. Mais oui, mais... Il faut que je descende voir mes petits. Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est mes enfants qui sont en bas. Je ne peux pas les joindre, je ne suis pas bien. J'ai des médicaments, j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas bien. C'est le stress, c'est l'angoisse. 3 personnes sont portées disparues dans le village de Breil-sur-la-Roya. Les recherches aériennes se poursuivent dans toute la vallée, où 8 autres sinistrés n'ont toujours pas donné signe de vie. Et on va rester dans cette vallée de la Roya avec au cœur du problème, au cœur de système, comment circuler les voies de communication. Tout est cassé, tout est rompu et c'est là vraiment le gros problème. Regardez le reportage tourné aujourd'hui par une de nos équipes avec Loïc Blache et Laurent Menet sur la difficulté effectivement de pouvoir progresser dans la vallée sur les routes. Voilà tout ce qu'il reste de la route départementale entre Breil et Tende. Un amoncellement de morceaux de bois et d'asphalte emportés par la Roya. Une route désormais impraticable, alors certains tentent tout de même d'avancer à pied. De Breil-Fontan, on met 1h30 à peu près. Elle est comment la route jusqu'à Fontan? Vous le voyez, voilà, c'est comme ça, pratiquement tout le long. Il manque des ponts encore au-dessus, principaux. Ce groupe de pompiers et d'agents d'Enedis partent, eux, dégager un arbre. En plusieurs endroits, la force du courant a littéralement cassé en 1000 morceaux le bitume. Cet habitant n'avait jamais vu ça. Depuis tout le temps que j'habite ici, j'ai 57 ans, ça fait 40 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu de tels dégâts, quoi. La route emportée, une route aussi large qui a été emportée par la rivière, c'est impressionnant. Depuis hier, les agents du département se relaient pour déblayer la chaussée, comme ici entre Sospel et Breil, seule route vers la Roya de nouveau praticable. Vous savez évaluer combien de terre, de bois et de pierre là sont tombés? Plusieurs tonnes, je sais pas, c'est en mètres cubes, je sais pas, ça doit être au moins 10-15 mètres cubes. De ce côté, après il y en a encore en bas, il y en a partout. Au total, une dizaine d'éboulements a eu lieu sur cette route. Les camions ont multiplié les allers-retours jusqu'à Breil pour y entreposer les gravats et les pierres ramassées. Retour le long de la Roya, ici il ne reste que les fondations de l'unique pont. Sur cet îlot, au moins 3 personnes sont toujours coupées du reste du monde. La reconstruction des routes et des ponts emportés par la Roya va durer de nombreuses années. Et tout de suite, on va retrouver en duplex Loïc Blache, comme tout à l'heure. Loïc Blache, vous vous trouvez à Sospel parce que c'est pas possible d'aller plus haut, il n'y a plus de liaison, il n'y a plus rien qui passe. Loïc, une question évidente. On a vu tous ces gens dans le désarroi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui? Franchement, ils sont dépités, dégoûtés et meurtris surtout. C'est ça. Plusieurs nous ont dit qu'ils n'avaient en fait jamais vu ça. Et du coup, c'est un petit peu le système D qui se met en place. Vous l'avez vu dans le sujet, certains habitants qui tentent malgré tout de longer cette route complètement dévastée à pied, faire plusieurs heures de marche pour essayer de prendre des nouvelles de proches ou tout simplement essayer de ramener quelques vivres. Et puis on a vu aussi plusieurs habitants au bord de cette route avant qu'elle ne soit complètement effondrée.
faudrait venir à la rencontre des pompiers, venir chercher un bac d'eau, de l'eau qui était malheureusement non potable mais qui pouvait leur servir pour de la vaisselle ou pour pouvoir mettre en route les sanitaires. Donc c'est vraiment le système D. Ici pour l'instant il n'y a toujours plus, enfin ici à Breil, il n'y a toujours plus d'électricité, plus d'eau courante. Et donc voilà, c'est un petit peu le système D, c'est un petit peu la débrouille et c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu ici dans le village. Merci beaucoup Loïc, on vous retrouvera aussi tout à l'heure avec vos reportages, précisions très importantes dans cette émission spéciale maintenant. Donc on retrouve Hélène avec le côté scolaire parce qu'évidemment, plus de possibilités de communication, plus de routes et du coup plus d'écoles. Exactement, de nombreux établissements seront fermés à partir de demain et jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit des 24 écoles des communes touchées, des 5 collèges à Roquebillière, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Sauveur, Breil-sur-Roya et Tende, et puis du lycée de la Montagne à Val-de-Blore. Cela représente 2186 élèves privés d'école, donc jusqu'à nouvel ordre. Décision prise par le préfet en accord avec les autorités académiques. Merci Hélène. À ce stade de l'émission, importance de parler du Var, de ce fleuve qui est finalement ici, donc à l'ouest du département des Alpes-Maritimes. On va en parler avec Jérôme Esplach, qui est un réalisateur bien connu dans la région. D'habitude, vous faites des films marins ou sous-marins. Et puis, vous avez décidé de vous intéresser finalement à ce cours d'eau qui est surprenant. Pourquoi avoir eu cet intérêt pour le Var ? C'est déjà un fleuve que je traversais tous les jours pour aller travailler sur Nice, et donc je m'y suis vraiment intéressé. C'était un fleuve avec un double visage, qui était un peu schizophrène. Et en faisant des recherches, on s'est aperçu déjà qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, Ptolémée l'avait surnommé Flumen Varus, le fleuve variable. Et au cours des siècles, on retrouve plein d'écrits qui montrent que ce fleuve a justement cette double casquette, d'une douceur incroyable à une furie, une cruelle manière de dévaler les pentes. Et c'est ce côté qui m'a intéressé, ce double visage. Alors, on vient de voir des images qu'on a tournées avant-hier avec Jamel Mouhaki. C'était impressionnant. Ça ne me rajeunit pas évidemment, mais j'étais là en 94 et j'ai revu le même scénario. J'ai revu la même chose, c'est-à-dire le Var probablement à 5-6 mètres au-dessus de son cours du lit d'habitude. En 94, il avait débordé, vous vous en souvenez, inondant l'aéroport. On a vu les images tout à l'heure de Richard de Silvestro, donc avec ses évacuations par hélicoptère au-dessus de l'autoroute. Finalement, le Var totalement imprévisible. Alors totalement imprévisible, alors il y a des côtés prévisible parce qu'on sait justement qu'il a cette double casquette, donc on s'y attend, on a aménagé des digues, on a aménagé des seuils. Mais ce qu'on n'attendait pas, c'était que ça se déclenche aussi haut aujourd'hui. En 94, tout était localisé dans la basse vallée. Ça a été énorme, l'aéroport, le centre administratif, mais aujourd'hui que ça se passe si haut, je pense que ça, on s'y attendait pas. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité de comprendre finalement les aménagements du Var ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un enjeu. On parle de la plaine du Var, de l'éco-vallée, de l'aménagement et des travaux. Vous qui êtes réalisateur, qui faites actuellement un film sur ce cours d'eau, qu'est-ce que vous dites de ça ? La démographie a augmenté en flèche, les entreprises, les industries aussi. On a toujours essayé de gagner un petit peu sur des parcelles de terre qui étaient très riches, enrichies par le limon des crues justement. Et donc, on a construit des digues pour garder toutes ces terres et canaliser, et pouvoir cultiver, pour pouvoir construire. C'est le problème aussi aujourd'hui, parce que faire des digues, ça fait accélérer le cours du fleuve. Donc voilà, on trouvera peut-être jamais de solution. Merci beaucoup Jérôme. Sortie du film, sortie de votre film. Je rentre en montage demain, donc ça sera pour début 2021, mais il y a plein de changements par rapport aux événements. Merci beaucoup Jérôme, réalisateur donc de ce film, bientôt donc sur le Var. Il nous reste 2 minutes de cette émission spéciale. On va revenir sur la solidarité, parce qu'effectivement, toutes ces images que vous voyez déclenchent la peur, l'émotion, on l'a dit tout à l'heure, la peine, mais forcément la solidarité. Hélène, est-ce que sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a évidemment un élan de vouloir aider ? Un élan, c'est un euphémisme. Il y a beaucoup de personnes qui ne demandent qu'à être utiles compte tenu de cette catastrophe et du nombre de personnes désemparées. Sur le groupe que France 3 Côte d'Azur a créé sur Facebook, Entraide aux sinistrés du haut pays des Alpes-Maritimes, on peut lire la proposition d'un entrepreneur dans le secteur de l'assainissement à Cagnes-sur-Mer qui propose d'apporter tout ce qu'il faut pour aider les sinistrés. Il a même annulé tous ses rendez-vous, propose d'apporter son équipe. Un électricien plombier qui dit « Vous me proposez un repas chaud, un matelas gonflable et je monte
indépendante avec mes outils. Je suis pas riche, mais l'important, c'est que je puisse être utile. Et puis, il y a encore un conducteur de bus. Alors lui, c'est à Grenoble, pour dire que l'élan de solidarité couvre toute la France, qui se propose lui aussi de proposer, d'apporter tous ces outils et d'aider au nettoyage. Alors, on le disait, ce qui touche le plus, c'est l'isolement et le fait de ne pas avoir de nouvelles. C'est extrêmement touchant ce que vous dites là, franchement. Je trouve, non, Hélène, vraiment, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et effectivement, je trouve ça extrêmement touchant. Je suis pas riche, mais je vais monter vous aider. Ah oui. C'est franchement aussi la population, elle a en elle une capacité d'aider l'autre. C'est franchement beau. Certains se disent, je vais créer un groupe et puis tous ces gens qui sont sans nouvelles, je vais leur proposer de discuter entre eux. C'est le cas de ce groupe qui s'appelle Recherche de personnes sans nouvelles depuis les intempéries. Je précise que l'administrateur demande bien d'indiquer le nom, le prénom de la personne disparue, le lieu de sa disparition et d'ajouter une photo si possible. L'idée, c'est d'être efficace. Alors, beaucoup de propositions d'aide aussi de la part des hôteliers. C'est un hôtelier restaurateur à Menton qui appelle en fait les adhérents du syndicat et plus largement toute la profession à mettre à disposition des chambres d'hôtel avant d'attendre les réquisitions. Rappelez-nous ça, Hélène, super important. Les hôteliers, vous nous écoutez ce soir. La population du Haut-Pays a besoin de vous, besoin d'être hébergée avec femmes et enfants. Essayez d'ouvrir vos établissements. Très important, Hélène, ce que vous venez de dire. Alors, j'ajoute aussi que si vous voulez donner des vêtements chauds, du linge de maison, des produits de première nécessité, des couettes, des chaussettes, des chaussures, pensez aussi aux enfants avec du matériel de puériculture. Et puis, si vous apportez à manger, pensez que ces gens n'ont ni eau ni électricité. Il faut apporter des plats tout prêts, sous emballage plastique, parce que s'il repleut, ça va être difficile à être utilisé. Pour revenir au groupe qu'a créé France 3, il y a aussi des bonnes nouvelles, puisqu'on a vu passer une maman qui dit « J'ai enfin des nouvelles de ma fille » et je remercie tous les sauveteurs et l'armée. J'ajoute aussi pour conclure l'émission demain à partir de 10h45. Ensemble, c'est mieux sur France 3 Côte d'Azur. France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toutes nos équipes seront mobilisées en soutien aussi. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, toutes nos équipes mobilisées. On va terminer sur les images de Séverine Neckelmann, tournées aujourd'hui en hélicoptère sur la vallée de la Roya, malheureusement en montrant forcément Breil. Là, ce sont des images donc par contre de Saint-Martin-Vésubie, les images du Var. Il y avait aussi des images de la Roya tournées aujourd'hui que vous verrez tout à l'heure dans le journal. Toutes les équipes du service public de France 3 Côte d'Azur mobilisées pour être à vos côtés. On va se retrouver maintenant dans quelques minutes à 19h précises pour le journal. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite.